Ce sont des ONG où on retrouve, où ils mettent des actions humanitaires ou actions de développement commun. Au moins, il reste maintenant stratégie. C'est quoi la stratégie? Dans notre pays, on en parle un peu de trop. La stratégie, c'est un concept martial, un concept militaire. De son origine grecque, stratos signifie armée et gain signifie conduire. C'est-à-dire, la stratégie, c'est comment conduire une armée pour gagner une guerre. Et ce concept a eu de l'ampleur. C'est quand, je crois parmi nous ici, il y a des gens qui ont suivi les films qui a opposé, la guerre qui a opposé les Américains et les Vietnamiens. Si les plans puissance, quand vous comparez les États-Unis et les Vietnam, il n'y a pas. Mais curieusement, les Américains ont mordu la poussière quand ils sont allés attaquer les Vietnam. C'est de là que vient ces mots. C'est-à-dire quoi? Non seulement qu'on conduit au mène une guerre, mais la stratégie de maintenant devient comment mener une guerre et la gagner intelligemment. C'est pas plus clair. Comment mener une guerre et la gagner à temps record et des moyens limités. C'est-à-dire qu'on a très peu de moyens, mais on peut. C'est ça la stratégie. Mais je dis que c'est un concept militaire. Peut-être parmi nous, il y a un militaire ici. Mais ce concept a été transposé. On l'a amené en management ou en gestion. C'est le frère Jean Glay qui a considéré. Parce qu'une ONG, elle n'évolue pas dans un environnement monopolistique. C'est dans un environnement compétitif. Je peux maintenant passer au vif du sujet. Au moins, chacun de nous a compris l'essence du thème que nous allons échanger cet après. Participation de la population. C'est-à-dire, une ONG a besoin de la population pour réaliser des actions en faveur de la population. Donc, une ONG qui n'intègre pas dans ses missions, dans ses actions la population, c'est une ONG qui est appelée à mourir. Donc, la population doit être impliquée, doit être au cœur des actions de l'ONG, parce que je l'ai dit tantôt, que toutes les actions que l'ONG, que la terre de l'espoir va devoir mener, doit mener en faveur de la population. Parce qu'une ONG poursuit principalement un objectif non lucratif. C'est la raison pour laquelle les ONG ne payent pas les impôts ni taxes. Parce qu'ils ne poursuivent pas un intérêt, un but. Ils ne réalisent pas les bénéfices. Tout ce qu'il peut amasser par les moyens, il le fait en faveur de la population. Maintenant, pour qu'il engage, parce qu'on a dit que c'est une ONG, c'est-à-dire qui n'est pas gouvernementale. Donc, une ONG doit assurer son autonomie financière, son autonomie politique. Parce que s'il est financé par le gouvernement, ou son budget est marge de l'État, il va perdre un peu de l'autonomie et de l'indépendance. Parce qu'il met des actions que les gouvernements auraient dit, parce que parmi les missions régaliennes de l'État, c'est apporter le développement communautaire. J'ai vu tantôt qu'ils vont dire allons à l'école. Or, vous savez, dans notre constitution, l'éducation, c'est un droit sacré. Tout Congolais a droit à l'éducation.
Et cette mission incombe à lui. Mais voilà que la terre de l'espoir va mener une action pour amener les nécessités les plus démunies à l'école. Donc, il y a un peu de la concurrence entre l'ONG et l'État et le gouvernement. Donc, l'ONG, d'où viennent les moyens que l'ONG doit pouvoir mener les actions? Toutes les ONG ne commencent par des cotisations. Voilà l'importance de la participation de la population. Donc, si l'ONG veut devenir une ONG forte, il doit avoir beaucoup de membres. Et des membres qui soient actifs. La participation ici de la population, ce n'est pas seulement en venant assister ou participer dans les conférences ou en venant assister quand l'ONG mène des actions. La participation, c'est d'abord en amont. C'est que chacun de nous doit pouvoir y apporter sa petite contribution. La contribution peut être petite, mais si on est nombreux, ce sont les petites rivières qui font des grands fleuves. Donc, c'est à ce niveau-là que la participation de la population est nécessaire. C'est-à-dire, soyons nombreux, et quand nous allons mobiliser des moyens, on va faire des actions qui vont impacter un plus grand nombre. Parce que vous risquez de mener, d'apporter de la lumière, de l'électricité, alors que la population attend de l'eau. Donc la bonne stratégie, c'est rencontrer les attentes de la population. Mais ici, on ne fait pas de la divination, on ne fait pas de la prophétie. Il faut aller, c'est une action factuelle. Vous descendez sur le terrain, vous palpez du doigt quels sont les besoins réels de la population. Et par rapport à votre cahier de charge, par rapport à votre mission, vous menez ces actions. Ces actions-là vont impacter. C'est quand les actions impactent la population que la population participe. Mais si vous menez seulement des actions à impact visible, sans qu'il y ait un impact réel dans le vécu de la population, ces actions-là ne pourront pas pousser la population à venir et à participer. Parce qu'il s'agit de la stratégie. Je vous ai, pour la petite histoire, l'initiateur, c'est un de mes brillants apprenants. Il fait son master. Et encore, de la même manière qu'il m'a fait honneur aujourd'hui, il m'a fait honneur d'assurer la direction de son mémoire de master dans la vie d'une personne morale et d'une personne physique. Il y a 3 zones caractéristiques. Nous avons la zone de confort, la zone de challenge et la zone d'influence. Nous tous, quand nous naissons, nous sommes dans la zone de confort. Je vois, il y a des mamans ici, il y a des papas. Un enfant n'a pas besoin de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il va manger? Comment il va dormir? Il est dans la zone de confort. Premier élément, vous devez vous mobiliser et mobiliser tous les membres pour changer de mentalité. Première et deuxième condition, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Le bien-être social, individuel et collectif. Et c'est ce que vous cherchez. Pourquoi vous amenez les enfants à l'école? Très bonne chose. Pourquoi? Parce que, je vais scandaliser certains qui étaient à l'église. De tous les êtres vivants, le seul être qui vient incomplet au monde, c'est l'homme. Je vais vous demander. L'homme devient incomplet. Il arrive au monde incomplet. Moi-même, je suis chrétien pratique, vous le savez. J'ai prié à la mort. Mais l'homme arrive au monde incomplet. Pour qu'il devienne utile à lui-même et utile à la société, il a besoin de 3 formes d'éducation. Il n'y a que l'éducation qui est simple d'améliorer l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme et la femme. Je ne suis pas misogyne.
quand l'enfant vient au monde, pour qu'il devienne utile pour sa socialisation, il a besoin de l'éducation. Et très souvent, ici chez nous, on parle d'éducation maternelle. Et moi, je dis non. Ce n'est pas l'éducation maternelle, c'est l'éducation parentale. L'enfant a besoin et de l'éducation de la mère et de l'éducation de son père. Deuxième forme d'éducation, c'est l'éducation scolaire. Voilà, je salue l'initiative. Parce que si vous n'amenez pas les enfants à l'école, ils seront bien éduqués dans la famille, mais ils vont leur éduquer quelque chose de substantiel. C'est l'éducation scolaire. Parce que l'homme, comme la femme, a deux parties essentielles. Le cerveau et le cœur. Quand vous amenez l'enfant à l'école, c'est pour muscler le cerveau. Troisième forme d'éducation, c'est l'éducation spirituelle. Est-ce qu'on a enseigné le cœur? Troisième élément, comment on peut améliorer la qualité de vie de quelqu'un s'il n'y a pas de moyens financiers. Donc, il faut faire en sorte, c'est là qu'intervient maintenant l'éducation financière ou bien l'éducation entrepreneuriale. Parce que vous participez au développement. Faites en sorte, faites comme les Chinois. Vous me donnez du poisson aujourd'hui, je mange, et demain j'aurai faim. Si vous m'apprenez à pêcher, comme ils sont dans ces credos-là, il faudrait qu'il y ait les membres de l'ONG. Et aussi une quatrième forme d'éducation, l'éducation financière, entrepreneuriale. Parce que l'entrepreneuriat, ça permet de créer de l'auto-emploi. Mais ça permet aussi de donner de l'emploi aux autres. C'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, les salariats, c'est de la pauvreté accessible. Alors que l'entrepreneuriat, c'est de la richesse en perspective. Pourquoi je dis que les salariats, c'est de la pauvreté accessible? Dans un pays comme le nôtre, où la sécurité sociale n'est pas garantie, et d'ailleurs le mot salaire vient du mot sel, mungwa. Les mamans maîtrisent bien ça. C'est-à-dire qu'on donne les salaires à un caractère alimentaire. Aucun salarié n'est devenu prospère. Personne. Personne. Vous voulez être prospère? Parce que, je sais, moi j'ai des matins, on vous a prêché que Dieu vous fait prospère. Mais très souvent, les abbés et les pasteurs ne disent pas comment deviendrons-nous prospères. Par la prière, la prière vient protéger ce que nous avons. Les symboles de la prospérité pour notre chrétien, c'est notre père par la foi, Abraham. Comment est-il devenu prospère? Abraham, c'est là, il faisait de l'entrepreneuriat agro-pastoral. On ne peut pas être prospère si on ne passe pas par l'entrepreneuriat. Voilà les trois éléments qu'il faut, parce qu'il va y avoir le développement, il faut qu'il y ait le bien-être. Or, dans notre pays, comme vous le savez, nous avons $600. Ça, c'est le revenu annuel pour un Congolais moyen. Un Congolais moyen gagne $600. Yeah. Maintenant, je voulais savoir, j'ai remarqué par moi-même qu'il y a beaucoup de ONG ces derniers temps. Bon, pourquoi pas tous ces ONG pouvaient faire comme une plateforme, hein? Ils pouvaient deux fois, ils s'assemblent même par un ou deux fois. Cela les permettra parmi eux de se donner de programmes, de stratégies, comment ils peuvent travailler. Parce que quand nous voulons seulement aller
moi je vais faire mon ONG par là. Alors je vais faire pour moi. Hein, on voit seulement moi, hein, l'égocentrisme. Est-ce que c'est bien ou bien ce n'est pas bien? Je voudrais tout simplement épingler sur les sujets. On nous a parlé sur la participation de la population aux actions et ensuite, ONG, quelle stratégie appliquer? Bon, pour moi, professeur Nico, je voudrais tout simplement vous poser la question pour savoir, dans une ONG, sans la participation, sans une population, sans des actions, comment on pouvait vivre pour que cette ONG puisse aller de l'avant? À ce jour, je vais vous dire, pour revenir à votre question, imaginez-vous que dans un pays comme le nôtre, à ce jour, nous avons plus de 900 partis politiques. Mais quand vous essayez de voir les objectifs et l'idéologie de ces partis politiques, on peut amener même à 3 ou 4 partis politiques. Et dans le monde des ONG, vous avez dit très bien, je crois l'hymne national de nos causes, comme ça qu'on les appelle, les Belges. Ils disent ceci, l'union fait la force. Mais les problèmes que nous avons dans notre pays, je ne sais pas si c'est anthropologique ou culturel, on a toujours, tout le temps, cette querelle de leadership. Souhaitons, je salue les leadership de mon apprenant, parce que très souvent, c'est parfois au bout de 3 ans, demain vous apprendrez que non, terre de l'espoir original. C'est-à-dire, tout le monde, nous sommes le seul pays, le pays à président. Tout le monde veut être président. Et cet égocentrisme fait en sorte que quand vous essayez de voir 4 ou 5 ONG, ils poursuivent les mêmes objectifs. Ils partagent les mêmes valeurs. Ils ont la même vision. Et cela, ce n'est pas seulement prendre des ONG. Regardez même dans les églises.